Vous êtes l'auteur d'un livre sur Jules Ferry, celui qui a créé le second empire colonial français. Je crois qu'on ne comprend pas la colonisation du XIXe siècle et le fait qu'elle soit menée par des républicains, donc des hommes qui ont la réputation d'être des hommes de gauche attachés aux idéaux de l'humanisme et de la liberté, si on ne voit pas qu'il y a un cordon ombilical, un lien presque génétique entre la colonisation, les Lumières et le 14 juillet 1789. Pourquoi ? Parce que aussi bien la philosophie des Lumières que l'acte révolutionnaire et les actes révolutionnaires qui ont suivi 89 portent en eux la volonté d'exporter le modèle de la liberté et d'une société fondée sur un certain nombre de principes qui tournent le dos à ceux de l'Ancien Régime. L'idée d'apporter les Lumières mises en œuvre par la Révolution, passage à l'acte de la philosophie, de les apporter d'abord dans notre environnement européen, et c'est au fond le prosélytisme révolutionnaire de la décade qui finit le siècle, et puis ensuite cette installation napoléonienne avec l'apport du Code civil, etc., etc. Et cette idée qu'au fond, au nom de quel égoïsme épouvantable, on priverait des voisins qui sont restés sous des monarchies, dans l'absence de liberté, de ce qui nous paraît, nous, être le meilleur pour l'homme avec un grand H, pour l'individu avec un grand I, qui deviennent à ce moment-là le cœur et le centre de la société. Il ne faut pas réserver ça pour nous. Nous avons trouvé une société, non pas idéale, mais meilleure, des principes de gouvernement, des modes de fonctionnement sociaux qui sont, c'est une idée du progrès, meilleurs que ceux que nous avions avant, que les autres ont encore. Alors pourquoi ne pas les leur apporter ? Le prosélytisme est inhérent aux Lumières et à la Révolution de 1789. Ça, c'est le premier élément. C'est un élément clé. Et le deuxième, c'est le parallélisme qu'il faut faire entre le projet d'instruction publique, qui est celui de la Révolution, qui trouve sa concrétisation large avec Jules Ferry, et la colonisation. Là aussi, le lien peut paraître étrange, et pourtant, le lien est réel. Car les Lumières sont l'apanage d'une petite minorité bourgeoise et urbaine. Quel est le projet d'instruction publique déjà de Condorcet que reprend Jules Ferry pratiquement un siècle après ? Eh bien, ce projet, c'est de faire descendre les Lumières jusqu'au plus profond recoin de la campagne française, via les universités qui en sont le réceptacle, les écoles normales supérieures où se forment les professeurs qui vont enseigner dans les écoles normales, où se forment les instituteurs qui vont enseigner dans le fin fond de nos campagnes. Et par cette chaîne vertueuse qui va des grandes intelligences universitaires aux petits instituteurs de village, eh bien on apporte quoi ? Les Lumières aux plus reculés des Français. Eh bien, ce que l'on fait avec l'école de la République dans l'Hexagone, qui est une forme de colonisation dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on passe une vision du monde à travers la lumière, mais en même temps l'instruction, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, les moyens de l'accès à la connaissance, jusque dans des villages dont on sait qu'ils sont tellement reculés qu'il y a presque un siècle ou deux ou trois qui séparent la vie de Paris de la vie de tel et tel petit village de France, y compris en 1870 ou 80. Eh bien, que fait-on dans la colonisation ? Lorsque Jules Ferry va installer ses écoles en Kabylie, il a le sentiment, au fond, de faire la même chose, sauf que les petits Français, ils sont moins en retard au fin fond des campagnes par rapport à cet idéal des Lumières que le petit Kabyle ou le petit Africain, mais c'est dans l'échelle du progrès une gradation. Et donc, quand on colonise et qu'on installe des écoles, on fait exactement la même chose que quand on ouvre une école dans un coin reculé de la France et on vient apporter le même message, celui des Lumières, de la connaissance, de l'émancipation, de la liberté, de la démocratie. Du moins le dit-on, du moins le croit-on, et ce n'est pas qu'un habillage qui viendrait, au fond, amortir tout ce que l'on sait, c'est-à-dire les réalités profondes de la colonisation.
les intérêts économiques, les intérêts financiers, les intérêts stratégiques, la course entre les diverses puissances, l'enrichissement collectif ou individuel. Tout ceci, naturellement, ce sont des éléments clés qui expliquent et permettent de comprendre la colonisation. Mais il ne faut pas croire que le discours de la civilisation qu'apporterait la colonisation n'est qu'un habillage, comme on disait à une époque, un appareil idéologique pour faire passer uniquement la pilule des intérêts. C'est beaucoup plus mélangé que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ce cordon ombilical entre le progrès, les Lumières, 89, la colonisation, à travers tout ce siècle, et ça s'est poursuivi encore après, est à mon avis un élément clé de la compréhension de la colonisation. Alors justement, toutes ces idées correspondent à un courant de pensée quand même qui a été porté par Gambetta et qui a ses propagandistes, vous en citez quelques-uns, Paul Leroy-Beaulieu, et c'est donc tout un courant quand même de cette fin du 19e siècle. Est-ce que ça correspond aussi au courant de l'industrialisation ? Naturellement, tout ceci n'est pas séparable d'une période où l'Europe, mais au fond, ça n'est que le couronnement de ce qui a été entrepris dès les grandes découvertes. L'Europe domine le monde. Ce petit morceau de planète, quand on regarde la carte du monde et que l'on voit ce petit morceau d'hémisphère, cette petite partie de la planète où il y a si peu d'hommes, la capacité formidable d'invention à l'intérieur de ce petit espace et entre ces petit nombre d'hommes, et cette capacité inouïe de projection à l'extérieur de cet espace. Avec le début de la découverte des Amériques, depuis, tout ceci ne s'est pas démenti, et le 19e est l'apogée absolue de ça. Alors évidemment que tout ceci est porté par ces découvertes qui ne cessent de se succéder dans tous les domaines, les applications technologiques extrêmement rapides de ces découvertes de laboratoire, l'expansion de l'industrialisation à une vitesse vertigineuse sur ce territoire, les gains de production, de productivité, l'irruption de la croissance économique, l'urbanisation accélérée, l'idée que ce progrès, il est exponentiel, et il est exponentiel parce qu'on le vit en l'espace d'une vie humaine qui est encore très courte. Chacun peut mesurer le chemin parcouru. C'est une explosion. Comment s'étonner que ces gens-là croient au progrès, croient qu'ils en sont les détenteurs, qu'ils ont trouvé les potions magiques du progrès, et que ces potions magiques du progrès, elles les portent naturellement à s'enflammer dans le monde entier, parce qu'on est vite à l'étroit dans ce petit morceau de terre qu'est l'Europe. On veut aller ailleurs, c'est fourmillement, c'est le tour du monde en 80 jours, c'est Voyage au centre de la Terre, c'est toute l'œuvre de Jules Verne qui donne une image de ce qu'est l'Europe d'alors, de à quoi elle rêve. Elle est partout, elle domine tout, et donc elle est grisée, énivrée par son succès. Et ce succès, il lui apparaît comme un succès noble, puisqu'il est le fruit matériel, encore une fois, de la Renaissance, de l'époque moderne, des Lumières, des révolutions, de la liberté, de la démocratie. Tout s'améliore. Comment n'aurait-il pas cru que l'histoire devenait non pas des cycles, mais une trajectoire en amélioration constante où l'idéal était à portée de main? Et comment n'aurait-il pas, encore une fois, là aussi, imaginer que tout ça pouvait être contagieux et que les organisateurs de cette contagion, c'était eux, les barbus de la 3e, alliés aux philosophes du 18e, avec le cheval vapeur, avec la locomotive, le train qui s'installe partout. Qu'est-ce qu'ils font les Européens? Ils commencent à installer ce qui est à eux, c'est-à-dire la vitesse de communication, c'est-à-dire l'industrialisation, les idées, la culture, etc. Donc tout ça est porté par le mouvement de ce siècle fabuleux avec ses horreurs, parce que le revers de l'industrialisation, y compris en Europe, en France, on le connaît, c'est la misère ouvrière, c'est des journées épouvantablement dures, c'est les accidents, c'est les enfants dans les mines, tout ceci on le connaît. Donc cette période qui est extraordinaire parce qu'elle a le pire et le meilleur en caricature, eh bien tout ça se répand, porté par ce mouvement, bien sûr. Alors c'est non seulement un droit d'aller amener ces lumières dans d'autres pays,
à d'autres peuples, mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir. C'est vécu comme tel. C'est vécu comme tel. Et là aussi, avec le pire et le meilleur, avec des gens qui sont comme les hussards noirs de la République dans nos campagnes, que ce soit des missionnaires religieux ou des civils militaires ou des militaires, ils se considèrent comme des hussards noirs du progrès dans ces peuplades reculées et lointaines qui n'ont pas eu le bonheur encore de connaître la civilisation. Et naturellement, une idée ethnologique, un regard à la Lévi-Strauss, ça ne les effleure pas une seconde. Terres humaines ne pouvaient pas être écrits à cette époque. Ça ne les effleure. On les observe naturellement, mais on les observe comme des sujets, des objets primitifs. Ils sont ce que nous avons été il y a déjà très longtemps. Eh bien, on va accélérer la marche de l'histoire pour eux, naturellement. Ceci est à bien des égards aussi un habillage de tout le versant noir de la colonisation, comme il y a un versant noir de l'industrialisation. La soumission des peuples, l'écrasement, les coutumes qui sont brisées, la domination, la violence, la mort, tout ceci est la noirceur de la colonisation. Mais en même temps, là aussi, il y a ça. Et cette idée qu'une conversion, qu'elle soit religieuse ou laïque, c'est un plus pour ces peuplades qui ne savent pas et à qui on apprend. Parce que nous sommes imbus de cette supériorité de gens qui pensent avoir découvert les Lumières, la lumière. Et encore une fois, pourquoi ne pas la porter? Alors de temps en temps, naturellement, on la porte avec une violence insupportable. On traumatise des sociétés. Mais on pense que tout ça, c'est des opérations à vif pour leur bien. On leur court-circuite l'histoire. C'est formidable. Nous, on a mis 1 millénaire et demi pour arriver là. Mais on le sait, vous êtes là, allez hop, on coupe et on vous place là. C'est affreux à bien des égards de pouvoir avoir à certains moments pensé que ceci était possible, qu'on pouvait, mais ça nous renvoie à d'autres choses, qu'on pouvait du passé faire table rase. C'est de ce que chantaient aussi les ouvriers en Europe en pensant à une autre société. Tout ceci est totalement imbriqué et le marxisme qui était au fond une des quintessences de cette vision par l'Europe du devenir de l'humanité, eh bien, a comporté aussi, au bout du compte, partout où il s'est répandu ensuite, la même violence portée à son paroxysme que porte de façon moins paroxysmique, naturellement, l'exportation des Lumières en Europe et dans le reste du monde. Alors il y a eu quand même des opposants à cette colonisation. Il y a eu d'abord une opposition qu'on peut dire de type bourgeois et ensuite une opposition de type humaniste, peut-être portée par Clémenceau. Alors c'est un peu curieux quand on connaît ça. On pense toujours que les anticolonialistes sont d'un seul côté. Oui, il y a d'abord une opposition qui est l'opposition qu'on a connue en France à une certaine époque et qui se résumait par le slogan « Mieux vaut la Corrèze que le Zambèze ». C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une opposition aussi, une opposition d'une France rurale, terrienne, fortement hexagonale, pour qui tout ceci est totalement exotique, totalement imperméable, et qui dit que tout ce qu'on va faire là-bas, c'est autant de moins qu'on fait ici, que c'est ici que ça se passe, et il n'y a aucune raison d'aller s'embêter dans ces affaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même la réaction terrienne, hexagonale, conservatrice, qui joue déjà là. Et quand on entend « Mieux vaut la Corrèze que le Zambèze », ça exprime ça. Bon. Et puis en effet, alors dans les milieux plus ouverts à l'extérieur, il y a une réaction, là aussi, bourgeoise et humaniste, qui dit non. Une partie de la réaction bourgeoise est fondée là aussi sur l'argument du gaspillage. Sur l'argument nationaliste aussi. Sur l'argument du gaspillage parce que il y a tant à faire chez nous, notamment pour développer l'industrie, pour faire face à la concurrence britannique, allemande, etc. Que tout ce qui est déversé hors du champ de bataille essentiel, qui est un champ de bataille économique et financier, c'est dilapidation. Il ne faut pas y aller. Et puis, il y a une réaction nationale. La colonisation, c'est un truc, c'est un virus que nous ont injecté les Allemands vainqueurs en 70 pour nous faire oublier les Alsace-Lorraine.
et aller envoyer nos soldats au Tonkin ou ailleurs dans des guerres étranges ou en Afrique, dans des pays exotiques où il n'y a rien à gagner, eh bien c'est se détourner de ce qui est quand même l'obligation nationale, c'est l'Alsace-Lorraine, c'est l'Allemagne, c'est laver la fronde de la guerre de 70. Et donc, dit piège. C'est une astuce allemande que de nous envoyer au loin pour nous faire oublier ça. Et puis alors, il y a des réactions plus élaborées. Celle de Clémenceau en est une. Clémenceau aurait dû être, au même titre que Gambetta et Ferry, un apôtre de la colonisation, de la même manière. Pourquoi ne l'est-il pas ? Il ne l'est pas parce que Clémenceau est un fin connaisseur des civilisations qui ne sont pas la civilisation européenne, et notamment des civilisations de l'Asie. Et donc Clémenceau est peut-être le seul dans cette classe politique, toutes choses égales par ailleurs, à avoir un peu un regard d'ethnologue, et de dire qu'au fond, ils sont différents, mais que cette différence a autant de valeur que notre différence par rapport à eux, et que donc aller là-bas pour vouloir imposer nos façons d'être et de faire, semer la perturbation dans des équilibres socio-culturels qui ont leur légitimité et leur logique, c'est pas la mission de la République que de le faire. Donc, il y a un détour plus ethnologique et plus culturel chez Clémenceau, qui par ailleurs, naturellement, est très attaché, lui, en tant que radical, au fait que l'aventure coloniale, ça génère de la prévarication financière, des combines, des choses louches, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la République, des gens qui s'enrichissent de façon rapide et indue. Bref, il y a une espèce d'immoralité de la colonisation, lorsque Clémenceau est encore un radical tout à fait enraciné. Et puis d'autre part, il y a aussi chez Clémenceau, évidemment, cette relation à l'Allemagne, à la défaite de 70, qu'on retrouvera très forte dans son implication sur le deuxième conflit mondial, mais où il est quand même, dans la deuxième partie de sa vie politique, très très soucieux quand même de ce problème de l'Allemagne. Et ça n'est pas par hasard. Si Ferry-Tonquin, qui est l'homme de la colonisation, est aussi Ferry l'Allemand, aux yeux de tous ceux qui considèrent qu'en effet, Ferry trahit la patrie en allant se battre au Tonkin et en discutant avec Bismarck. Donc, c'est une opposition à la colonisation qui est d'abord très générale, car contrairement à ce que l'on dit souvent, la colonisation est une affaire de minorité qui n'a absolument pas bonne presse dans le pays et qui a été imposée par des républicains au moment où le gouvernement avait suffisamment de force pour imposer une partie de sa politique. Mais ça n'a jamais été populaire. Et ça a eu des ennemis extrêmement violents. C'est une minorité qui a fait la colonisation et qui l'a voulu avec obstination. Et qui en revient un peu à la fin, puisque Ferry, à la fin de sa vie, lorsqu'il retourne en Algérie, et c'est ce texte merveilleux du début des années 1890, où dans une certaine mesure, il annonce la guerre d'Algérie. Il dit, mais si on continue comme ça, mais on va dans le mur. Je ne reconnais pas cette mission civilisatrice. Nous passons à côté de ça. Nous traitons mal les Kabyles, nous traitons mal les Berbères. Nous voulons imposer nos lois à des gens qui ont du mal à les recevoir. Il explique comment l'imposition de nos lois, notamment dans la gestion de la terre, a totalement perturbé, déboussolé le milieu autochtone qui ne sait plus comment réagir. Il dit, casse-cou, attention, on est en train de se tromper complètement. On met trop de républiques françaises en Algérie, pas assez de républiques françaises en Algérie. Trop quand on impose nos lois, pas assez quand on ne fait pas ce qu'il faudrait faire sur l'école, sur la santé, sur la vie quotidienne des gens. Et on est en train de passer à côté d'une réalité algérienne qu'il faudrait beaucoup mieux intégrer dans la République. Et il dit, on va dans le mur. Si on continue, il dit à ses collègues sénateurs dans ce merveilleux rapport, qui est d'une lucidité absolue, en plus d'une honnêteté absolue pour quelqu'un qui l'a voulu, qui y a cru, il ouvre les yeux, il dit, on va dans le mur. Si on rectifie pas ça, on se trompe. Alors, tout ça est quand même assez intéressant, et ça montre que, c'est au fond un des éléments positifs, même des gens comme lui pouvaient garder suffisamment l'esprit ouvert et suffisamment de lucidité, et ça c'est
aux Lumières qu'on le doit, y compris pour reconnaître à certains moments, un, qu'il s'était trompé, et deux, pour dire à la République, tu te trompes de voie, République, et si tu poursuis là, tu te renies en te niant, avec tout ce que ça comporte pour la suite, et on pourrait dire que c'est une bonne leçon pour l'ensemble de la colonisation. Car au fond, si la colonisation s'est terminée de la manière dont elle s'est terminée, c'est sans doute que Ferry, en 1892, sur l'Algérie, avait raison, à vouloir trop nier les autres et à ne pas faire ce qui était vraiment sa mission. Eh bien, la République s'est niée dans les colonies, et donc, dans une certaine mesure, s'est reniée, et a donc fini par devenir très antipathique à tous ceux qui étaient soumis à sa domination. Les personnes que la République envoyait dans les colonies, qui étaient les colons, n'ont pas toujours été de bons propagandistes, enfin n'ont pas toujours cru justement à cette mission et qu'il était possible par l'éducation d'élever les peuples qu'ils avaient vaincus, qu'ils avaient soumis. Bien sûr, là aussi, le poids terrible des destins, car dans la colonisation, vous avez au fond quoi? Des aventuriers. C'est un champ d'aventure pour des gens qui auraient été ailleurs des grands capitaines d'industrie ou peut-être des gangsters, des self-made men. Ils réussissent, ce sont des aventuriers. Ils découvrent, ils s'installent. Des entreprises, des patrons, des commerçants, des industriels qui font des affaires. Et puis pour certaines colonies, pas très nombreuses, puisque nous n'avons pas beaucoup de colonies de peuplement, un nombre non négligeable de Français. Et le drame, au fond, c'est que beaucoup de ces Français, ceux qui deviendront souvent des petits blancs après, avec tout ce que ça a impliqué, à la fois de façon péjorative et de comportement vis-à-vis des peuples colonisés, ce sont pour beaucoup des vaincus. Ce sont pour beaucoup des gens qui sont qui ont été des proscrits politiques après la Commune, des pauvres qui n'avaient pas de travail, des petits commerçants dont la boutique fermait sous le coup du développement de la distribution sous le Second Empire, voyons Zola. Bref, des catégories sociales plutôt des perdants, plutôt des pauvres, qui sont partis là-bas, au fond, prendre leur revanche sur un autre terrain, réussir ce qu'ils n'avaient pas réussi dans l'Hexagone, trouver l'oxygène qu'ils n'avaient pas trouvé là, se faire une place au soleil alors qu'ils n'avaient pas pu le faire sur l'Hexagone, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons sociales, soit pour des raisons culturelles. Et comment se faire une place au soleil dans les territoires colonisés, sinon en prenant la place des autres? Et ça, c'est un des drames humains profonds de la colonisation. Et beaucoup de ceux qui reviendront des colonies, battus, bousculés, renvoyés, eh bien, beaucoup seront tout simplement les fils, les petits-fils de ces perdants qui étaient partis dans les colonies parce que ça leur permettait d'échapper à un destin qui n'était pas agréable. Et beaucoup d'entre eux, au fond, se sont fait politiquement, sans doute, manœuvrer, manipuler, aussi bien par les aventuriers que par les industriels, les commerçants ou les grands propriétaires fonciers qui, eux, étaient les vrais profiteurs de la colonisation et qui y trouvaient les avantages que l'on peut imaginer. Donc là aussi, quel drame humain profond de voir que ceux qui vont être les plus farouches défenseurs de la colonisation jusqu'au dernier moment, ils le seront d'autant plus que c'est parce que c'est là qu'ils ont réussi leur vie enfin, et que c'est là qu'ils ont trouvé enfin la terre qui leur manquait, le lopin qu'ils voulaient, la maison qu'ils n'avaient pas, et au fond ce petit coin de ciel bleu qu'ils ne trouvaient pas chez nous. Alors voilà, c'est encore une histoire là aussi bien déchirante, comme l'histoire seule, hélas, nous en donne à voir tout le temps. Il reste quelques confettis de l'Empire, oui. Comme dit Jean-Claude Guilbault. Oui. Est-ce que vous pensez que la voie de la décolonisation pour ces confettis est inexorable par rapport à l'œil, pour un œil d'historien? Non, je ne le crois pas.
Je ne le crois pas, pour deux raisons. La première, c'est que nous avons été instruits quand même un peu de la façon dont s'est passée notre décolonisation, c'est-à-dire dans une douleur profonde. Nous avons été instruits des erreurs commises, nous avons été instruits de tous ces événements. Et d'autre part, les peuples décolonisés ont été aussi instruits eux-mêmes des problèmes qui surgissaient dès lors que ce qui était aspiration légitime à maîtriser leur propre destin, dès lors que tout ceci était accompli et qu'il fallait en effet maîtriser son destin et que ça posait des problèmes considérables. Donc je pense que les métropoles ont appris, j'espère, et que les décolonisés ont appris, j'espère. Alors, rêvons un peu 5 minutes. Pourquoi ces confettis ne deviendraient-ils pas des bijoux de ce que l'on n'a jamais réussi, en tout cas pas avec la France jusqu'à présent, c'est-à-dire à vivre ensemble autrement au sein de la République française? Vous allez me dire que je me comporte là peut-être en homme des Lumières et en utopiste, et qu'on voit tout ce que ces utopies ont donné, mais au fond, rêvons encore un peu en cette fin de siècle quand même.